Vous êtes sur le podcast Mon enfant ce héros. Nous écoutons les témoignages de ses parents, aidants, professionnels de santé qui nous racontent le parcours de ces enfants extraordinaires porteurs d'atypie. Les difficultés rencontrées, le quotidien et le courage dont ils font preuve à chaque instant. Nous vous souhaitons une bonne écoute. Aujourd'hui, nous recevons pour ce premier épisode une maman. Elle s'appelle Sophie. Je vais la laisser se présenter. Comment ça va ? Ça va et toi ? Ça va, alhamdoulilah. Alors déjà, je voudrais te remercier de t'être proposée pour témoigner. Et merci aussi de m'accueillir chez toi. Alors, est-ce que tu peux un petit peu te présenter et puis présenter ton enfant ? D'accord. Alors, je ne sais pas trop quoi dire. Je m'appelle Sophie. Ouais. T'as quel âge ? J'ai 35 ans. Machallah, on dirait pas. Moi, je la vois, elle est en face de moi, on dirait pas qu'elle a 35 ans. T'as vu, j'ai un peu réfléchi. Malheureusement, on oublie à quel âge. J'ai 35 ans, j'ai un enfant de 13 ans. D'accord. Qui s'appelle Kweli. Alors, je précise qu'il n'a aucun problème avec le fait qu'on cite son prénom. D'accord. Oui, c'est important de le dire. Oui, parce voilà. qu'on demande aux enfants aussi s'ils acceptent. D'accord, donc il a 13 ans. Il a 13 ans. Et lui, c'est quoi son trouble alors du coup ? C'est la dyspraxie. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu aux auditeurs, aux auditrices ce qu'est la dyspraxie ? Alors, la dyspraxie, déjà, c'est neurologique. C'est un trouble du développement en termes de motricité et aussi un trouble pour se repérer sur le plan spatio-temporel. D'accord. Donc, comme ça paraît un peu compliqué. Oui, ça fait très scientifique. Hein, exactement. Je t'avoue. Sur le plan de la motricité, ça va être des enfants qui parfois vont avoir du mal à marcher, qui vont avoir du mal à écrire plus tard dans leur scolarité. C'est des exemples. Pour la partie spatio-temporelle, ils vont avoir énormément de mal à se repérer et dans l'espace et dans le temps. Même s'ils sont à un endroit qu'ils ont vu de nombreuses fois, ils savent très bien où est-ce qu'ils sont, ils peuvent très bien se perdre pour rentrer chez eux, même si c'est à 1 minute de chez eux. D'accord, alors moi je connaissais pas en tout cas ce trouble-là, donc ça fait partie des troubles 10, tout ce qui est dysgraphie, dysorthographie. Exactement. D'accord. Exactement. Et comment est-ce que toi tu as détecté ton enfant avait ce trouble, excuse-moi. Alors, au début, je savais pas que c'était un trouble. Je t'avouerai que je connaissais que la dyslexie, qui est certainement beaucoup de personnes plus connu. Ouais, surtout à l'école, dès que tu sais pas trop bien écrire, il doit être dyslexique. Exactement. On connaît l'orthophonie et la dyslexie, mais c'est tout. Ouais, je te rejoins là-dessus. Mon fils, en fait, il a été en école privée, en maternelle. Ok. Et donc, il avançait très vite. Il était en avance sur le programme, comme tous les enfants de la classe. En sortant de cette école privée, il est allé dans le public au CP. D'accord. En arrivant, il était en avance par rapport aux autres enfants qui, par exemple, apprenaient à lire seulement maintenant, et lui savait déjà lire et savait déjà écrire. Sa façon d'écrire était disproportionnée, mais quand on a 5 ans et demi, 6 ans, on ne s'affole pas. Je voyais qu'il avait des difficultés à se faire des copains. Je voyais qu'il se battait énormément. D'accord. Je voyais qu'il avait du mal à... Même s'il parlait, il a parlé tard, il avait certainement 3 ans et demi. Et quand il a parlé, il a tout de suite parlé, mais des longues phrases. Alors oui, il parlait bien correctement, il faisait pas c'est ça. Comment on dit, des gargouilles. Exactement. Mais il y avait un décalage par rapport aux autres enfants. Lequel, je savais pas l'expliquer. Au fur et à mesure du CP, je me suis rendu compte qu'il prenait du retard par rapport aux autres enfants. Ce que j'expliquais à la maîtresse, c'est s'il arrive au CP et qu'il sait lire et qu'il sait écrire, normalement c'est censé se fluidifier au cours de l'année. Bien sûr, surtout, et puis même qu'il augmente aussi. C'est ça. Pourquoi est-ce qu'il y a certains copains, ils ne connaissent pas leur nom ? Ils sont dans la classe, ils sont moins de 20 et il connaît 1 personne, 2 personnes de sa classe. Qu'est-ce qui se passe ? La maîtresse me dit, vous vous affolez pour rien. Ça c'est le grand classique. Ça c'est le grand classique. À la fin de l'année, je fais un constat. Mon fils est comme un enfant de CP qui a été dans le public normal. Il n'a pas évolué du tout. Mais il a stagné ou toi tu dirais qu'il a régressé ? Je sais même pas te dire. D'accord. Mais c'est clair que c'était en tout cas, il n'avait pas évolué, quoi. Exactement. Ok. On s'attend aussi à ce qu'il y ait plus d'autonomie. Non, il n'y avait pas plus d'autonomie. J'avais l'impression, effectivement, que ça s'était figé. Donc, mon fils que j'ai déposé le premier jour de la rentrée au CP, c'était le même que j'ai récupéré le dernier jour. Voilà. D'accord. Je me suis dit, mais non, d'habitude, ça ne s'est pas passé comme ça en maternelle. Donc, pourquoi ici ? Qu'est-ce qui se passe ? En CE1, au fur et à mesure, la maîtresse me dit, vers
le 2e ou 3e trimestre, elle me dit, je crois que votre fils, il est peut-être dyspraxique. Elle a énormément de mal à me le dire. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est? Elle me dit, allez voir une psychomotricienne et elle pourra peut-être vous en dire plus. D'accord, et quand elle te dit ça, mais en interne à l'école, eux, ils font rien? Non. Rien du tout? Rien. Mais quand je te dis rien, mais rien. Ouais. Rien. Ça me dépasse toujours. À chaque fois qu'on me dit ça, ça me dépasse de toute façon. Mais rien de chez rien, quoi. Parce qu'il y a quand même un cheminement. Normalement, ils voient la psychologue scolaire, il y a l'infirmière, etc. Ils t'apportent normalement, je mets des guillemets, un appui. Absolument. Donc on vient, on te dit, voilà, peut-être ton enfant est dyspraxique, allez en libéral et débrouillez-vous avec ça. Ok. Ça. Donc déjà, quand je rentre chez moi, il faut que je cherche ce que c'est que dyspraxie. Bien sûr. Il faut que je cherche ce que c'est qu'une psychomotricienne. Je n'avais jamais entendu parler de ça. C'est l'inconnu. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on fait? Ouais. Maintenant, faut savoir que mon fils, pour moi, c'est tout. Comme beaucoup de mamans. Bien sûr. Je me suis dit, non, s'il a réellement des difficultés, s'il a vraiment un problème, à l'époque, je me disais, mais il faut qu'il le voie, ce psychomotricien. Alors, j'ai cherché, et là, ça a commencé à être la bataille. La psychomotricienne, j'en ai trouvé plusieurs. Le bilan pour un psychomotricien, c'est entre 200 € et 500 voire 600 €. C'est ça, exactement. J'en ai trouvé une à Créteil, 250 €. Je me suis dit, bon, allez, je vais voir. Le bilan, c'est sur 3 jours. C'est très long, très fatigant. C'est ça. Une première partie avec l'enfant, une première partie avec la maman, une 3e partie avec les deux et un peu... Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe là, en fait? Je comprenais pas, j'étais totalement perdue. Et effectivement, elle me dit, oui, effectivement, il a des troubles du développement. Je vais vous expliquer pourquoi. Elle me pose toutes sortes de questions. Est-ce qu'il sait faire ses lacets? Non. Est-ce qu'il sait nager? Non. Est-ce qu'il sait faire du vélo? Non. Je me dis, mais il y a plein d'enfants qui ne savent pas faire ça. Ouais. Est-ce qu'il dessine? Oui. Est-ce qu'il s'exprime? Très bien. Je ne voyais pas venir le truc. Jusqu'à ce qu'au final, on m'explique que ses difficultés, par exemple pour le graphisme, le fait qu'il dise qu'il a mal au poignet quand il écrit, c'est dû à la dyspraxie. Tout à fait. Le fait qu'il n'arrête pas de tomber, parce qu'il était vraiment très maladroit, c'est dû à la dyspraxie. Le fait qu'il se perde, même dans son école, le nombre de fois où il s'est perdu dans son école, c'est dû à la dyspraxie. Est-ce que quand toi, tu as le comment ça s'appelle, le diagnostic, est-ce que tu es soulagée de te dire, voilà, tout s'explique, ou tu as quel genre de sensation à ce moment-là? Je suis dans le flou, parce que quand bien même je l'entends, j'entends ce qu'elle me dit, je comprends pas, je me dis, mais c'est pas tous les enfants qui sont comme ça? Qui tombent, qui se perdent, etc. J'avais pas du tout de problème avec le fait d'accepter que mon fils soit dyspraxique, mais j'avais besoin qu'on aille plus dans le fond du problème, parce que je ne voyais pas où est-ce qu'il était la difficulté, où est-ce qu'il était le problème, en quoi est-ce que ça allait impacter mon fils pour plus tard. Au début, c'était très difficile à comprendre. Oui. Et même la définition de la dyspraxie, en soi, j'ai dû la demander une 10aine de fois, j'ai dû la rechercher une 15aine de fois. Encore aujourd'hui, c'est un peu difficile pour moi de l'expliquer. Ou en tout cas de l'expliquer aussi avec des mots très simples. Avec quelqu'un qui... C'est pas parce que dès qu'on va parler de neuro, machin, chose chouette, les gens, ils sont là, de quoi tu me parles? Exactement, c'est ça. Et au début, les spécialistes, ils prennent énormément de pincettes. Ils veulent pas dire un handicap, ils veulent pas dire qu'il y aura des grosses difficultés pour certains enfants. Ils se disent... on va y aller doucement. Ouais, mais des fois trop doucement. Trop doucement. Et bon, après je me suis dit, bon, c'est pas grave. Alors il va faire des séances de psychomotricité, c'est pas grave. Qu'est-ce qu'il a besoin de faire d'autre? A priori, rien. Je vois qu'il fait un peu de graphisme avec la psychomotricienne. Donc il a un cahier, il fait des exercices toutes les semaines. Ce que tu pourrais faire toi chez toi. Exactement. Ils font des jeux type Jenga, tu sais, empiler des choses et tout. Je regarde et je me dis, mais en fait c'est une nounou. Je comprends pas là. Je vois bien qu'il est plus à l'aise avec son corps. Mais... Ouais. Va là, comment s'appelle le magasin de jouets là? Ah, la grande récré. La grande récré. Et puis t'achètes les trucs en bois, donc les Jenga c'est comme des je sais pas, comment, des espèces de lattes, des cubes. Ouais, des lattes, exactement ça, des lattes en bois, et il faut les empiler 4x4. C'est ça. Et faire une grande tour avec ça. Donc c'était ça c'était des exercices travail. Comme ça, et je me suis dit, mais c'est une blague. Je comprenais pas en fait. Et au fur et à mesure, effectivement, la difficulté, elle s'est fait sentir. Parce que, arrivé CE2, il avait toujours du mal à écrire. Il savait parfaitement écrire, parfaitement non. C'était disproportionné et il avait énormément mal au poignet quand il écrivait ne serait-ce qu'une seule phrase. Je m'appelle Kweli. Ça lui faisait trop mal au poignet. Et là,
on commence à sentir la difficulté pour sa scolarité future. Forcément, ouais. Comment est-ce qu'il va faire ? Et même lui, par rapport aux autres camarades, il se sent comment quand il rentre de l'école ? Qu'est-ce qu'il te dit ? Est-ce que déjà vous lui expliquez qu'il est dyspraxique, que c'est un trouble, ce que c'est ? Comment lui, il le prend ? En CE1, fin CE1, il commence à se battre énormément. Énormément. Au début, moi, je comprenais pas pourquoi. Je me suis dit, punaise, ça y est, j'ai un garçon qui fait que de se battre. Qui fait que des bêtises, oh là là. Comment je vais faire ? Comment je vais m'en sortir ? Et au début, il veut pas dire pourquoi. CE2, comme il est très à l'aise avec sa psychomotricienne, il lui dit, parce qu'il y a une partie de psy, forcément, il lui dit qu'on se moque beaucoup de lui à l'école. Donc ça, il le verbalise avec elle, pas avec toi ? Pas avec moi au début. D'accord. Pourtant, je lui demande, ça va, ça se passe bien ? Oui, ça va. Ouais, il te protège, toi ? Exactement. Ok. La psychomotricienne m'en parle un petit peu, sauf qu'il commence à tellement se battre que le directeur m'appelle. Il m'appelle toutes les semaines. La chance qu'on a eue, Dieu merci, c'est qu'il a été vraiment très bienveillant avec mon fils. Il aurait pu dire, ça y est, on en a marre, faut le virer. Quand il a vu toutes les démarches qu'on a entamées pour lui, il s'est dit, non, eux, ils en veulent, on va travailler avec eux. Et ils écoutaient beaucoup mon fils. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ils n'arrêtent pas de m'insulter, ils n'arrêtent pas de m'engueuler, ils n'arrêtent pas de me dire ceci, cela. Donc ils ont été très gentils avec lui. Très gentils avec lui. Et quand c'était sa faute, bien sûr, il fallait punir. Bien sûr. Entendu. On sanctionne. C'est ça. Mais en même temps, Quilly, il faut nous parler. Si ça te fait de la peine d'être légèrement différent des autres, tu nous le dis. Le problème s'est posé quand il y a eu l'AVS après. Ah bah oui. Parce qu'en plus, là, c'est tout le monde qui la voit, l'AVS. Exactement. Moi, j'ai une AVS, les autres n'en ont pas. Alors là, la difficulté à accepter le fait qu'il a une AVS... Moi, je sais que pour certains enfants, c'est très difficile. Ça a été horrible. Ouais, ils veulent pas. Et ça a été horrible. L'AVS lui posait des questions type, elle lui j'allais le dire en anglais, elle lui expliquait les exercices, les consignes. Il voulait pas écouter, parce que c'était elle qui lui avait expliqué la consigne. Lui voulait que ce soit l'instituteur ou l'institutrice. Comme pour les autres. Pour les autres. Pourquoi moi est-ce qu'il y a une troisième personne et ça passe par cette personne avant d'arriver à moi l'information ? Je veux pas. Pourquoi cette personne elle écrit pour moi ? Du mal à accepter aussi qu'il n'y arrivait pas du coup. Ouais, bah oui, parce que du coup ça le met vraiment face à ses difficultés. Exactement. Et ça met ses difficultés devant tout le monde au grand jour. Exactement. Donc une énorme rage qui s'est construite en lui, au point qu'on m'appelait 3-4 fois par semaine pour venir le récupérer. Ah, par semaine ? Ouais. Attends, pour que tu le récupères, en primaire ? En primaire, pour que je le récupère. C'est pas possible. Autant, je t'ai dit, ils étaient très bienveillants, mais autant... Fallait maintenir pour eux l'équilibre de la classe. Ça. Ok. Et il est costaud, mon fils. D'accord. Et donc, ce qui veut dire qu'ils avaient du mal à le canaliser, le contenir. Très énervé. Et là, on m'a dit, psychologue, il faut voir une psychologue, impératif. Donc, on a commencé les séances de psychologie, mais mon fils, il voulait pas parler, en tout cas pas avec cette psychologue-là. Donc, c'est là où on a commencé à voir que, oui, on doit chercher des spécialistes, mais c'est pas n'importe quel spécialiste. Il faut que ce soit des spécialistes avec lesquels mon fils s'entende. Ah, mais bien sûr. Non, mais ça, c'est primordial de mettre... Quitte à ce qu'on essaye 3, 4, 5 psychomotriciens, par exemple, ou psychologues, mais il faut trouver le bon psychologue. Exactement. La psychomotricienne, du premier coup. Ça a matché tout de suite. Le psychologue, non. Ouais. Est-ce que tu as envisagé de prendre, par exemple, quelqu'un de ta famille ? Je sais qu'il y a des personnes qui le font. Après, c'est pas tous, parce que des fois, on veut qu'il y ait des choses qui soient en dehors de la famille. Est-ce que toi, tu as envisagé ça à un moment donné, de te dire, bon, peut-être il faut qu'il parle avec une personne de la famille, sans passer par un psychomotricien, par exemple. Ouais. Avant de savoir tout ce qui était autour de la dyspraxie, oui. D'accord. J'ai 3 frères. Ok. Le premier, le deuxième. J'en ai un avec qui il s'entend très bien. On l'appelle, entre guillemets, sa deuxième mère. Et ils ont essayé de lui parler, voir ce qui n'allait pas, mais forcément, mon fils, il disait pas. Je pense que le fait qu'il voit pas ça autour de lui, la dyspraxie, les difficultés, et puis les gens ne parlent pas nécessairement de leurs difficultés non plus. C'est clair. Il se retrouvait pas et il parlait pas de tout ça. Donc il faisait des bêtises. Mon fils, c'est pas l'enfant le plus... c'est pas une terreur, pas du tout. Mais il faisait des bêtises et... Des fois, j'étais dépassée. Moi, je suis pas psychologue, mais je dirais, par rapport à ce que tu me racontes, je dirais que c'est plus de la frustration parce qu'il ne peut pas expliquer. Et puis de toute façon, déjà, nous, quand on est adulte, il y a des choses qu'on ne peut pas expliquer
Avec les mots, c'est pas facile. Alors pour un enfant, ça doit être d'autant plus difficile. Donc le seul, enfin en tout cas l'un des recours après, ça peut être les bêtises, la bagarre, le refus de tout. Et puisque je ne dis pas, parce que ça a l'air très lisse et très simple, quand il faisait des bêtises, moi je l'engueulais derrière. Forcément, comporte-toi bien, arrête de faire ceci, fais plus d'efforts. Double peine pour lui. Exactement, donc ce qui veut dire que je lui mettais aussi de la pression quelque part. Ah non, pour moi la scolarité c'est super important, Kweli, donc... on reproduit un peu l'éducation de nos parents, où nous, nos parents, il fallait que tu aies le bac déjà. Si tu n'as pas le bac, c'est la fin des haricots. Tu vas peut-être te prendre un coup de ceinture, sait-on jamais. C'est ça. Après, comment dirais-je, de la manière dont je nous vois, nous, les enfants de l'autre génération, c'est que on a toujours l'éducation de nos parents, mais après, nous, on a grandi ici, donc ça veut dire on voit les choses un peu différemment. C'est ça. Je me mets à ta place, je me dis, tu vas voir ta mère peut-être qui n'a pas grandi ici, tu lui dis dyspraxie, elle va dire de quoi tu es en train de me parler. C'est quoi la dyspraxie? C'est quoi ces maladies d'Européens? De quoi tu me parles? Tout à fait. Ouais, voilà. Tout à fait. Tout à fait. J'ai essayé d'expliquer à mon père. Arrivé à un moment, j'étais tellement dépassée. Je lui dis non, mais franchement, voilà, Kweli, il a ceci, cela. On voit tant de spécialistes par semaine. On dépense 600 € par mois, tous les mois, et ça sort de ma parce qu'à poche. ce moment-là, tu n'as pas encore la MDPH. On n'en est pas encore arrivé, mais on va y venir après. C'est ça. Donc, tes parents, à ce moment-là, ils ne comprennent pas que tu dépenses autant d'argent pour quelqu'un qui se bagarre. Exactement. Et mon père, il me dit, mais il a quoi ton fils? Va lui expliquer la dyspraxie, vas-y. J'ai essayé, j'ai moi-même eu énormément de difficultés à lui expliquer. Donc forcément, quand c'est rentré dans ses oreilles, il a eu énormément de difficultés à comprendre. Ils savent que mon fils a des difficultés, lesquelles ils ne savent pas. D'accord. Encore aujourd'hui, c'est difficile pour eux de comprendre. Vraiment très difficile. Mais ils ne le voient pas comme une maladie. Pour eux, c'est juste il a des difficultés à l'école et ça s'arrête là. Exactement. Parce que quand tu vois mon fils, et il est bien là, le problème avec tous ces enfants qui sont 10, on ne le voit pas en apparence, qui sont dyspraxiques. Non, c'est pas écrit sur leur visage. Exactement. Qui tombent, tu vas te dire, je sais pas, il est gauche, ça y est, il est tombé. C'est ça. Ou au pire, il fait un peu le clown et puis c'est tout, quoi. Mais tu ne sais pas que ça peut être dû à un handicap de tous les jours, bien Exactement. sûr. Ça a été très très difficile pour moi d'expliquer aux gens, non pas parce que j'avais honte, mais parce que j'arrivais pas en fait, je savais pas quoi leur expliquer pour qu'ils comprennent. Et effectivement, tu as la génération de mes parents où... de quoi tu parles en fait. Qu'est-ce que tu racontes? C'est ça. Mais après, tu as aussi ma génération à moi qui sont nés ici et qui n'ont pas connu tout ça. Finalement, on se rend compte que quand on n'a pas affaire à un certain handicap, à un certain trouble, à une certaine difficulté, on a des difficultés à comprendre. Mais bien sûr, mais est-ce que tu n'as pas eu cette fameuse remarque? Mais non, mais ton enfant, il n'est pas handicapé. Ah, mais bien sûr que oui. Ah ouais, non, je pense pour moi, la pire, c'est non, il est normal. Ah oui Mais oui. Ah, mais moi, j'ai pas vu qu'il a un problème. Mais t'as envie de me dire, es-tu médecin? Parce que moi non plus, j'avais pas vu. Oui, on n'avait pas remarqué, on est... Oh purée. Ah non, mais des fois, c'est vrai qu'il y a des réflexions, mais bien plus, tu te rends compte qu'avec chaque personne qui a un enfant avec une atypie, tu as toujours les mêmes remarques. Exactement. Mais ce que comprennent pas ces gens-là, c'est que avec tous les efforts qu'on fournit à côté, ta question elle est en train d'invalider tous les efforts qu'on est en train de faire, alors que tu sais pas à quel point on souffre parfois de tout ça. C'est ce que j'allais te demander. Donc, du coup, pour toi, pour son père, psychologiquement au début, c'est comment? Au début, si tu veux, je rentre dans une bataille sans savoir que ça va être une très grosse. Ouais, t'es pas encore au courant. C'est ça. Ouais. Ils ont dit, oh, c'est rien, la maman elle gère, elle l'amène chez le médecin. Elle est là. Purée. Elle l'amène chez le psy, elle amène... Bon, le psy, c'est un peu un truc... D'européen. D'européen, on va dire ça comme ça. Voilà, d'occidentaux. Mais bon, allez, si elle veut... Si ça lui fait du bien après tout, pourquoi pas. C'est ça. Et puis tu sais, il y en a plein qui se moquent de moi parce que je m'appelle Sophie, je suis d'origine africaine. Elle fait un peu la française. Elle veut le ramener chez le psy. Il n'y a tellement pas de rapport. Mais moi, ça me fait pas plaisir en fait que mon fils il ait besoin d'aller chez un psy. C'est-à-dire qu'il y va pas juste comme ça. Juste pour dire qu'il y va, quoi. Non, voilà. Donc ça a été... au début, c'était non, allez, je livre la bataille. Et je me suis donnée mais à fond. Et maintenant que ça s'est stabilisé, c'est maintenant que je souffle. Mais c'est maintenant que je me rends compte à quel point on a souffert énormément. Alors là, t'es à combien d'années de bataille? Du coup, depuis la CE2 jusqu'à maintenant, CE2, CM1, CM2, 6e, 5e et 4e, 6 ans. D'accord. Et le dossier MDPH, parce que je suppose que tu as fait un dossier MDPH, tu l'as engagé à quel moment? On me l'a tendu en CE2.
Ok. À l'époque, c'était un bloc de papier qui faisait une 20aine de pages. Il fait toujours 20 pages. Bah, aujourd'hui, un peu plus simple à remplir par la contre. MDPH du Val-de-Marne, on peut le faire sur Internet. Oui, tout à fait. Et celle de Paris aussi. Voilà. Mais à l'époque, on te donne les 20 pages et on te dit tu remplis ça. Alors je travaillais à l'époque. Il fallait amener mon fils et au sport et aux différents spécialistes. J'ai mis plus de 6 mois à le remplir. Parce que tu avances. Déjà, c'est un dossier et pour les adultes et pour les enfants. Enfin, on te dit que c'est un dossier enfant, mais tu as des questions pour les adultes, tu ne comprends pas. On te pose des questions avec des acronymes que je ne connais pas, en fait. Ouais. Pour moi, c'est nouveau. On me dit, si tu as besoin d'aide, va voir une assistante sociale. Qui sait déjà moins bien remplir le dossier MDPH que toi pour la plupart du temps. On est tout à fait d'accord. Donc du coup, en fait, je répétais mes demandes à chaque encadré. Avez-vous besoin d'un accompagnement physique ? J'ai besoin que vous encadriez mon fils pour sa dyspraxie. Tous les encadrés, j'écrivais la même chose. Comme ça, ils ne pouvaient pas dire qu'ils n'avaient pas compris. Ils n'avaient pas vu, ouais, c'est sûr. Mais à côté des 20 pages qu'il fallait remplir, il fallait aussi peut-être 20 documents à côté. C'est ce que j'allais dire, c'est qu'il fallait les bilans aussi. Exactement. Bilan psychomotricien, bilan de la psychologue, bilan des équipes pédagogiques qu'on faisait à l'école. Mais à la fin, je me suis retrouvée avec un dossier. Je me suis dit, mais c'est quoi ça ? C'est pas possible. Ils ont intérêt à le traiter, et vite. Et tu te rends compte que... Alors, je sais pas si tu connais Kafka. C'est un livre à l'école. Tu sais, quand tu rentres dans les administrations, on dit va à gauche, va à droite, monte, descend, ça n'a aucun sens. C'est exactement ça. Tu déposes le dossier, non, il manque un tel papier, non, il est là, il y a la photocopie, j'ai le récépissé, j'ai le même dossier que vous, il est dedans. Vous n'avez pas écrit dans le courrier quelle demande ? J'ai écrit dans le courrier telle demande, regardez la ligne numéro 15, il y a écrit que je sais pas quoi. C'était tellement difficile. Donc tu t'épuises toi-même au final. Exactement. Au point que mon dernier dossier MDPH, puisque j'ai dû le renvoyer 4 fois... Oh, c'est pas vrai. À chaque fois, j'écrivais « S'il vous plaît, traitez ma demande parce que vous contribuez à la fatigue mentale qu'on subit tous les jours. » À chaque fois, je ponctue mon courrier par ça. À chaque fois. Et ça prend 6 mois pour eux pour le traiter. Mais il faut savoir qu'avant que eux, ça prenne 6 mois pour le traiter, ils te le renvoient, ils te disent non, il te manque ça, il faut faire ceci, il faut faire cela. Et pendant tout le temps où ils le traitent, alors tu m'as dit que tu l'as fait il y a 6 ans ? Ouais, du coup. Oui, aujourd'hui, je pense que ça met bien plus que 6 mois. Mais pendant toute cette période-là, tu payes les spécialistes. Ouais, exactement. Et il y a certains parents... Et c'est pour ça que je voudrais que d'autres parents participent. Moi, je sais qu'il y a des parents, au vu des prix des bilans et des séances, ils délaissent complètement... J'en connais aussi. Toute cette partie-là de leur enfant, non, ils ne rentrent pas dedans. Ça y est, c'est pas grave, j'ai pas d'argent, pas de bilan, et ils laissent leurs enfants dans la condition dans laquelle ils sont, dans la difficulté. Mais ce que je veux dire, c'est que faut pas les blâmer parce que c'est clair, si t'as pas les épaules, tu vois quoi ? Ouais, mais c'est clair parce que si t'as pas les épaules, si t'as pas le mental, si t'es pas quelqu'un de fort à la base, tu vas pas te battre comme toi tu t'es battu. Et puis je vais te dire, à l'époque, je travaillais 25 heures par semaine. Ok. Je travaillais dans un magasin. Je touchais à peine 1 000 euros. À cette époque-là, je ne pouvais pas. Et que ça c'était vers le CP de mon fils. J'ai changé d'emploi et là je touchais presque le double. Je me suis retrouvée à faire tellement de dépenses que j'étais comme au SMIC. Et c'est pour ça que j'ai pu me le permettre. J'étais célibataire avec mon fils, même si son père m'aidait financièrement. Finalement, j'ai pu le faire parce que j'étais toute seule avec mon fils et qu'on n'avait pas de charges supplémentaires. Moi déjà je le dis tous les jours, je sais pas comment font les familles où il y a 2 parents et ils travaillent, ils ont plusieurs enfants, il faut faire les activités, parfois aller en vacances, ne serait-ce qu'acheter des vêtements. Comment est-ce qu'ils s'en sortent ? Et là je me suis dit, il faut qu'il y ait un enfant qui est dyspraxique et là tout bascule. En fait il n'y a plus d'activité, il n'y a plus de vacances, il suffit de ça, quoi. Moi je connais une famille, la dame elle a 6 enfants, sur les 6 il y en a 4 qui sont autistes. 4. Et elle se bagarre tous les jours. C'est ça. Et elle n'est pas dans notre génération d'âge. Elle est beaucoup plus grande. Exactement. Elle se bagarre tous les jours. Les autorités, ils ont voulu pour elle qu'elle mette ses enfants donc dans un institut en Belgique, parce que du coup, la Belgique et le Canada très avancés sur les cas d'autisme. Elle a refusé. Elle a dit, c'est pas la peine de me dire que vous allez envoyer mes enfants en Belgique. Mes enfants, ils vont jamais aller en Belgique, ils vont rester avec moi à Paris. Mais chaque jour est une bataille. Alors quand tu as un enfant avec un handicap, c'est difficile. Mais imagine-toi 3-4 enfants. C'est ça.
Mais moi, je la salue, cette femme, vraiment, je lui donne un très très grand respect. Vraiment un grand respect. D'ailleurs, à toi aussi, parce que je sais que c'est pas une bataille facile. Est-ce que tu as du soutien autour de toi? Oui, j'ai du soutien. Alors, j'ai du soutien pour plein de choses. Mais c'est vrai que pour la dyspraxie, il y a des choses où... Personne ne peut rien faire. Voilà, exactement. Ils ne peuvent rien faire. Et puis comme ça les dépasse aussi, si moi ça me dépasse forcément, eux qui ne sont pas concernés directement, ça les dépasse aussi. Heureusement, il y a le père de mon fils qui est là, qui nous aide dans la mesure du possible. J'ai ma famille, mes frères et sœurs qui sont super, même ma sœur qui est à l'étranger, et ils nous aident ne serait-ce que moralement. Mes parents aussi finalement. Mais ça reste... on se sent quand même très seul dans cette bataille. Bien sûr, ouais, je comprends complètement. Et par contre, en plus, il ne faut pas baisser les bras, il ne faut pas baisser la tête face à son enfant, il faut lui dire oui, t'es différent, oui, t'as des difficultés, mais tu vas t'en sortir, je le sais. Il faut que tu sois fort. Ce que je veux dire, c'est pourquoi j'ai appelé ça mon enfant ce héros, parce que on est les parents, quand je dis les parents, c'est les parents vraiment en général, dans la globalité, bien sûr. On est toujours nous les supporters de nos enfants. Alors en plus, quand tu as un enfant qui est un peu différent, mais tu le supportes 2 fois, 3 fois, 4 fois plus. Et il en a besoin. Et je pense aussi que voilà, c'est vital pour eux de se sentir. Il y a quelques années, mon fils, jamais il aurait dit qu'il avait des difficultés à l'école. Aujourd'hui, il en parle un peu plus. Bien sûr. Et il peut te rencontrer et te dire, voilà, je m'appelle Kweli. Tu peux lui demander, mais pourquoi tu vas pas à l'école en bas de chez toi? En fait, je suis en Ulysse parce que j'ai des difficultés qui s'appellent la dyspraxie. Et il va t'éduquer sur le sujet. Mais moi, je trouve que c'est trop bien. Mais c'est une fierté. Mais bien sûr. La première fois que j'ai entendu dire ça, c'était un autre enfant. J'ai cru que j'allais pleurer. Mais vraiment, parce moi, que j'aurais pleuré, c'est sûr. Moi, parce que finalement, on se bat contre plein de choses, les institutions et tout. Et finalement, on se bat un petit peu aussi contre son enfant pour qu'il comprenne que c'est pour lui, c'est important, quoi. Même là encore, j'ai envie de pleurer. Tu veux un mouchoir? Non, ça va aller. Merci. Attends, je te donne un mouchoir. Je lui donne un mouchoir. Je lui donne 2 mouchoirs. Tiens, tu veux un verre d'eau? Attends, je te donne un verre d'eau. Non, mais désolée pour le bruit, les auditeurs, les auditrices. Je vais lui servir un verre d'eau parce que là, c'était sûr qu'on allait partir dans de l'émotion. Tiens, ma belle, voilà. Désolée pour les bruits d'eau. Pardon. Je profite, je me sers en même temps. Il n'y a pas de souci. Voilà. Mais non, mais là où tu peux être fier, c'est que en fait, il a vachement évolué parce que tu es parti du CE2 où il faisait la bagarre. Aujourd'hui, il est en 4e et il explique à des enfants de son âge ou peut-être même pas de son âge, voilà, oui, c'est vrai, tu peux me trouver différent. C'est vrai, j'ai une différence, elle est celle-ci, celle-là. Mais tu es obligé d'être fier et d'être ému, mais c'est normal. Avant, il avait une description de lui-même qui était très négative. Moi, je suis bizarre. Non, tu n'es pas bizarre, tu es différent. Et finalement, toi, ta différence, c'est la dyspraxie. Moi, qui suis cataloguée comme normale, j'ai d'autres différences. Je cours pas vite, je suis grande, En fait, ça peut être différente. Alors, c'est pas des difficultés qui m'impactent autant que lui, mais on a tous des différences, en fait. Et c'est ça qu'il faut qu'il comprenne, et il a fini par le comprendre. Ah, c'est vraiment trop bien. Bon, il n'est pas là, mais s'il avait été là, je l'aurais fait... j'aurais pas pu lui... Bon, bref, je l'aurais félicité vraiment. J'ai une petite question. Du coup, tu disais que tu travaillais. Ouais. Aujourd'hui, est-ce que Enfin, à partir du moment où tu as su que ton fils il avait cette difficulté, est-ce que tu as pu garder le même travail ou tu as dû adapter ton activité professionnelle à la difficulté de ton enfant? Encore une fois, le destin fait très bien les choses. Alhamdoulilah. Il s'avère qu'il y a eu un licenciement économique dans ma société. Donc quand je te disais que le directeur m'appelait 3-4 fois par semaine, que je quittais le travail, on était sur la fermeture en tout cas d'un segment de ma société. Et donc c'est pour ça qu'il me disait 3 fois rien d'ailleurs. D'accord. Et quand ça s'est fermé, j'ai eu beaucoup plus de temps pour mon fils. Et d'ailleurs ça a été plus simple, vraiment plus simple. Mon fils il avait besoin de moi, ne serait-ce que même pour du réconfort. Je venais le chercher à la sortie de l'école, la maîtresse me disait bon, il aimait pas trop quand elle me disait quoi, c'était fâché, mais il aimait bien que je sois là aussi comme pour être un bouclier face à toutes ces personnes parce que ça faisait vraiment trop de personnes. Ouais. Autant j'étais là pour les spécialistes, mais j'étais pas là spécialement pour le professeur, le directeur, et il avait besoin de tout ça. Il en a eu vraiment, mais vraiment besoin, quoi. Ça a été compliqué à certains moments.
D'accord. Et aujourd'hui, tu as repris une activité? Oui, j'ai repris une activité. Aujourd'hui, ça s'est largement stabilisé, mais on est passé par tellement de spécialistes, orthoptistes, ergothérapeutes. Aujourd'hui, c'est une ergothérapeute qui est là d'ailleurs. À la place de la psychomote, du coup. Exactement. Okay. Et là, il apprend. On fait des exercices pour faciliter son graphisme, mais aussi il apprend à taper sur l'ordinateur de telle sorte à ce que si vraiment il a trop mal au poignet, sa scolarité va continuer sur un ordinateur. D'accord. Et est-ce que tu as pensé, tu sais, aux petits scanners? On propose des fois des petits scanners. Aussi. Il prend l'élève qui écrit le mieux et il scanne sa page. Alors aujourd'hui, les profs sont très volontaires. Ils lui photocopient. D'accord. Je précise encore une fois. Il était dans une école juste en bas de chez moi et il s'avère que c'était une école où il y a des enfants handicapés moteurs. D'accord. Il y avait une Ulysse pour les enfants dyspraxiques. Même si mon fils n'était pas dans cette Ulysse-là, du coup, les profs, ils étaient sensibilisés au fait que attends, mais là-bas, il y a des enfants qui ont des difficultés qui ressemblent aux siennes. Je vais demander aux professeurs comment est-ce qu'eux, ils font. Donc ça s'est très bien passé sur ce plan-là. Et je pense que c'est pour ça qu'ils étaient très avenants, Ils étaient réceptifs avec toi. C'est ça. Par contre, quand il est passé en 6e et qu'il est passé au collège du quartier, ça a été la catastrophe. La catastrophe. Le soir, on passait 3 heures après les cours à recopier les devoirs, lui à faire ses devoirs, à faire les exercices. C'était horrible. Le premier trimestre, ça a été horrible. Il devait être dans un état de fatigue. Pas possible. Ouais, bah oui. On nous envoyait à gauche, à droite. Quand je demandais est-ce que, par exemple, la psychomotricienne pouvait venir sur le lieu de l'école, on m'a dit non, ça n'existe pas. Un mois plus tard, j'apprends que si. Bah bien sûr, ça existe. Ils font les réunions éducatives. Et du coup, les psychomotes, elles viennent. Et c'est connu en plus qu'elles se déplacent. L'équipe éducative, j'ai dû supplier pour en avoir une. Alors, il faut savoir que du coup, j'accepte d'être la maman relou, il n'y a pas de souci. Mais alors, il faut savoir que je vais vous casser les pieds. Donc, quand elle a décidé d'être relou, elle est relou. Voilà, c'est ça. D'accord. Donc, me dites pas l'équipe éducative au mois de juin, il en a besoin dès maintenant, en fait. On a essayé d'expliquer au professeur. Il y a un professeur qui faisait exprès toute l'année de ne pas comprendre ce qu'on lui demandait. Par exemple, de photocopier, je sais pas moi, les devoirs pour mon fils. Ah bon, faut le faire, mais qu'est-ce qu'il a ? Il a un PAP, il a une équipe éducative, il a tout ce qu'il faut. Qu'est-ce que tu n'as pas compris, monsieur ? Qu'est-ce que tu veux, en fait ? Donc, des fois, je venais à l'école, je disais, en fait, il y a un problème. Mais en plus, le PAP, lui, il a dû le signer, de toute façon, le PAP, le professeur. J'ai même demandé à la principale, aujourd'hui, je veux voir ce professeur, le professeur principal et vous. Parce que le PAP, ça rend obligatoire le fait qu'ils mettent en place des aménagements pour mon fils. En France, on dit que les enfants, ils ont le droit à l'éducation, quelles que soient leurs conditions physiques ou quel que soit leur handicap. T'as un problème ou quoi ? Il y en a, ils ont la flemme. Hein. Ouais, ils voulaient pas. Il y a beaucoup de professeurs qui ont la flemme. Et ils voulaient pas du tout. Alors du coup, quand j'ai fait la demande pour l'Ulysse, il a réussi, mon fils, à rentrer en 5e en Ulysse. D'accord. Et là, encore une fois, un collège où il y a des classes d'Ulysse, et ben, les professeurs, ils sont plus à l'écoute, ils sont plus... ils cherchent plus à savoir le bien-être de l'enfant. Et là, ça s'est super bien passé. Donc, et là, ton fils, il est content d'aller à l'école ? Il est content. Alors, il était un peu dégoûté de changer d'école. Forcément, forcément à l'ado, bah oui. Les copains. Ouais, c'est ça, les copains. C'est le bout de ma vie. Ah, je vois très très bien de quoi tu parles. Mais là, en 4e, c'est sa 2e année, il est super content, il a plein de copains, voilà, c'est super. Ah bah c'est bien, franchement, c'est une bonne chose. Effectivement, avec le parcours que tu as eu, on voit et on sent que ça a été vraiment une bataille compliquée. Est-ce qu'avec tout ça, tu as le temps de prendre soin de toi, juste de toi, Sophie ? Aujourd'hui, oui. Aujourd'hui que ça s'est stabilisé, aujourd'hui qu'il est aussi autonome, très autonome, oui. Fut un temps, non. Tu t'étais bloquée uniquement sur ton fils, c'est-à-dire tout était autour de la dyspraxie de mon fils. D'accord. Tout, mais absolument tout. C'est-à-dire que mon fils avait des difficultés à l'école. Ok, on va pallier à ça en faisant par exemple des activités dehors, mais des activités qui vont le stimuler sur le plan intellectuel. On va aller au musée, on va aller... Tout pour que mon fils, même s'il y a un décalage par rapport aux autres, il puisse avoir par exemple de la culture générale. Parce que ce que je disais à mon fils, c'est pas parce que tu as des difficultés sur un point que tu vas en avoir que sur tout le reste, oui, bien sûr. Exactement. Donc il se retrouvait à l'école à avoir énormément de culture générale parce qu'on faisait des voyages, des sorties que les autres ne faisaient pas. Mais il avait ses difficultés pour écrire. Les autres enfants n'avaient pas de difficultés pour écrire, mais ne faisaient pas toutes ces sorties à côté. Forcément, bah ouais. Voilà. Donc, ouais,
Je me suis totalement oubliée à ce moment-là. C'est ce que j'allais te dire, ouais. Totalement. Tu t'es laissée. Ouais, exactement. Bah là, tu récupères un petit peu maintenant. Exactement, c'est ça. Il faut que tu prennes soin de toi. C'est ça. Parce que je pense que les parents, surtout les mamans, il y a beaucoup de mamans qui sont comme ça, c'est vraiment 200% pour leurs enfants. Et elles s'oublient, mais parfois quand tu t'oublies, finalement ça n'aide pas forcément ton enfant. C'est pas dans tous les cas, hein, que je parle pas de manière générale. C'est bien si certaines, si elles peuvent, bien sûr, en fonction de leurs moyens et des conditions, voilà, de prendre un petit peu soin d'elles. Ne serait-ce que d'aller sortir marcher seule, avec personne, tu vois. Ouais, tu dis, en plus, tu as un beau lac ici, même à Créteil. Elle a un très joli lac. Donc, tu peux aller profiter un peu, rentrer, puis ça te met dans une autre dynamique pour ton enfant. Exactement. Mais pour ça, il faut que ta vie se soit stabilisée. Parce que sûr. Aller marcher au lac de Créteil avec ta tête remplie, des rendez-vous, des trucs que tu dois faire. En plus, le temps que tu arrives au parc de Créteil, c'est l'heure à laquelle tu dois être chez l'ergothérapeute, tu peux pas. Non, mais ouais, je vois la charge mentale c'est super important. À 800%, quoi. Ouais, c'est ça. Mais du coup, mon fils m'a beaucoup éduquée sur certaines choses. Pour moi, c'est pas que je ne croyais pas à la psychologie, mais je voyais pas pourquoi on irait chez le psychologue. Au fur et à mesure des séances, quand j'ai vu que mon fils, ça lui a servi finalement de pouvoir parler, de s'exprimer en terrain neutre. Ouais. Il va pas se sentir jugé selon lui. Arrive un moment, il me dit maman, je vois que t'es fatiguée, peut-être que toi aussi t'as besoin d'aller chez le psychologue. Tu vois, il est trop mignon. Alors que tu penses sérieusement que certains membres de ma famille africains comme ils sont, ils me diraient tu m'as l'air débordée, tu veux pas aller chez le psychologue? Oui, t'as l'air débordée, rentre un peu plus tôt chez toi. C'est ça. Fais une sieste, Inch'Allah, ça ira mieux demain matin. Quand j'étais plus jeune, ma mère elle avait l'habitude de me dire je disais maman, je m'ennuie, elle me dit fais le ménage. Ouais, tu vois mais c'est grave. Mais grave. On n'a pas les mêmes notions. Va repasser. J'ai pas dit que je voulais souffrir, j'ai dit que je voulais divertir. Mais est-ce qu'elles se divertissent? C'est ça la question. Est-ce que nos mamans, elles se divertissent? Elles se divertissent pas, elles. Mais du coup, aujourd'hui, j'éduque ma mère aussi sur ça. Quand elle est fatiguée, qu'elle est débordée, je dis mais maman, sérieusement, est-ce que tu penses que tu peux cumuler ça, ça, ça et ça? Et elle me dit c'est vrai. Je dis oui. Mais ça, j'ai dû l'apprendre. Mon fils m'a éduquée sur le sujet et maintenant, indirectement, puisqu'il ne le savait pas à l'époque. Ouais. Et maintenant, j'apprends à ma mère à lâcher du lest, même si c'est difficile pour eux. Ouais, non, mais les parents, ils sont, j'allais dire, ils sont faits en béton des fois. Ils arrivent à supporter des épreuves. Et être, toujours, il n'y a pas d'émotion, ils sont là. Exactement. Ils sont fatigués, mais ils sont là. Toujours, nos parents, ils ne sont pas comme nous. Quand ils nous disent, ouais, vous, les enfants de France, les enfants de France, voilà. Je pense qu'il y a d'autres enfants de France qui vont nous écouter. Les enfants de France, ouais, on ne leur arrive pas à la cheville, mais pour de vrai en plus. C'est sans je sais, j'ai même pas le terme, mais on n'arrive pas à la cheville de nos parents, et c'est clair et net. Je lui ai dit encore il y a quelques mois à ma mère, je lui ai dit mais jamais je serais capable de faire ce que toi tu fais, impossible. Ah ouais, moi non plus. Moi je fais des trucs, mais jamais je peux arriver à la cheville de ma mère. Moi je me rappelle quand à 4h du matin elle part, elle rentre, il est tard, elle te fait le ménage et elle te fait à manger. Mais pas les manger de nous, la pâte et steak. C'est exactement ça. Non, elle fait pas ça, elle fait une vraie sauce, genre 2 heures de temps et tout. C'est ça. Moi, je rentre chez moi à 18h, je m'assois et j'attends que l'assiette... qui mange. Ah ouais, non, moi, c'est pas compliqué. Soit il y a personne qui mange, soit quelqu'un me fait une assiette. Tu vois, je me prends pas la tête. Nos mamans, jamais de la vie. C'est ça. Jamais de la vie. Alors, imagine, on aurait mis nos mères, il y aurait eu nos mères avec les difficultés de nos enfants. Mais je te jure, mais même ça, elles nous auraient peut-être même battus à plat de couture sur ce terrain-là. Ouais, c'est clair. Elles sont vraiment, franchement, grande dédicace à nos parents, à nos mamans. C'est ça. Dédicace à toutes les femmes qui sont des guerrières avec les enfants différents, on va les appeler différents. Il y a un ami à moi qui m'a dit il y a 2-3 jours, parce qu'on discutait de ce sujet, il m'a dit c'est pas des enfants différents, ce sont des arcs-en-ciel. Et j'ai trouvé ça magnifique. Il a dit les enfants qui sont, je mets des guillemets, normaux, il jaillit d'eux un arc-en-ciel, tu sais, l'arc-en-ciel quand il est plein, chaque couleur elle est collée. Ouais. Il a dit non, nos enfants, c'est comme un prisme. Et chaque couleur, elle sort
séparé de l'autre. Ouais. Et c'est à toi de recoller toutes les couleurs Exactement. ensemble. Et j'ai trouvé ça trop beau. C'est ça, exactement. J'ai dit, bah ouais, en fait, c'est ça, les enfants arc-en-ciel. C'est ça. On va peut-être les appeler les enfants arc-en-ciel. Les enfants arc-en-ciel. C'est plus joli comme ça. Alors, est-ce que tu aurais des conseils à donner pour les mamans et les papas et les aidants qui se retrouvent dans cette situation? Pas forcément avec la dyspraxie, mais avec d'autres handicaps. Qu'est-ce que... Je pense qu'il faut s'écouter. Quand on vous dit non, vous en faites trop, non... Il y a ce que certains ils appellent l'instinct maternel. Il faut s'écouter. Il faut pouvoir s'écouter, il faut se faire confiance. C'est pas facile. Il y a des aidants qui finalement ne sont pas là du tout pour aider, qui sont plus là pour enfoncer qu'autre chose. Ouais. Mais on s'en sort, on finit par s'en sortir. Ça peut être une bataille très longue, très difficile, mais on finit par s'en sortir. Et même si à la fin, là aujourd'hui 6 ans après, mon fils a toujours des difficultés, je vois l'évolution et je suis fière de me dire qu'il y a une véritable évolution. Et demain, il ne pourra pas se reprocher à lui-même de ne pas avoir fait le nécessaire, et moi je ne pourrais pas me reprocher de ne pas avoir fait le nécessaire. De l'avoir laissé comme ça. Ouais, exactement. Donc voilà. Bah écoute Sophie, merci du fond du cœur. Merci pour ta participation. Vraiment, je t'ai trouvée ultra touchante. Ton témoignage, j'ai trouvé très très fort. Et encore merci de m'avoir accueillie chez toi. Vraiment, ça me touche vraiment beaucoup. Et puis, on se dit à bientôt. À bientôt. Enfin, dès que j'aurai appuyé sur stop, on va continuer à discuter pour tout vous dire. Mais à très bientôt, Sophie. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci d'avoir pris le temps d'écouter le témoignage de Sophie. Si vous aussi, vous souhaitez nous apporter votre témoignage, vous pouvez nous contacter directement sur Instagram, sur le compte Mon enfant ce héros. À bientôt pour un prochain épisode.